Bon, allez, petite vidéo qui va répondre en profondeur à deux discussions que j'ai eues sur les 2 dernières semaines sur est-ce que au fond, le fait qu'il y ait l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça tue tellement de développeurs dans le monde que il n'y a plus d'avenir pour délocaliser ces projets tech au Vietnam. Et donc, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé et pourquoi finalement certains pensent que l'IA va tout remplacer et que voilà, c'est la fin. Et puis d'autres sont plus nuancés et pensent que finalement ça crée des opportunités ou disons ça resserre le marché, ça assainit le marché, moi c'est ce que je pense. Et puis évidemment, quelles sont les conclusions à tirer pour toi qui a une équipe de développeurs vietnamiens entre la France et le Vietnam, voire même, tu vois, opère sur plusieurs pays. Qu'est-ce que tu peux ramener en France et puis ou en Europe ou alors qu'est-ce que tu peux continuer de déléguer auprès de ces équipes offshore? Voilà, donc d'ailleurs, le rapport complet de cette analyse, alors là, il est en noir et blanc, mais c'est pour économiser de l'encre. Il sera en couleur en PDF sur mon site, scaleinpeace.com. Le lien est en description de cette vidéo. Si tu veux voir un petit peu toutes les sources que j'ai utilisées, etc. Alors, il y a plusieurs points de départ à ce qui pourrait nous faire penser que l'IA menace finalement tout l'offshore. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, notamment un exemple parlant, je pense, c'est en juin 2026. J'ai trouvé par exemple Open Door qui lance sa stratégie Open Door 2.0 et donc qui rapatrie tout son capital IT aux États-Unis, donc vers la maison mère, et puis qui finalement supprime plus de 250 postes ingénieurs, analystes en Inde. Et voilà, donc évidemment, ça supprime des postes en Inde, ça recrée pas forcément des postes aux États-Unis. Et donc, on peut s'imaginer qu'il va y avoir la même tendance au Vietnam. Beaucoup d'entreprises, que ce soit françaises ou européennes, etc., vont forcément supprimer des postes au Vietnam, entre guillemets, en rapatriant une partie de leur code, une partie de leur développement avec des robots, hein, finalement. Je vous ai mis l'analyse évidemment et l'article dans le dossier. Et puis alors évidemment, après, tu as la presse IT qui s'en empare et qui dit, voilà, alors ici, je vais vous mettre l'article en vidéo qui dit l'IA dans le développement de logiciels met en péril le marché de l'externalisation offshore. Alors je pense que c'est vrai dans ce cas-là en tout cas, et je vais revenir un petit peu là-dessus. IT4business.fr qui dit l'IA agentique va-t-elle remplacer l'offshore? Voilà, donc. Et alors, derrière, il y a des études qui vont aller dans ce sens-là, hein. Une étude qui s'appelle From Code to Control, commandée par Reply, fait par Forrester Consulting en février 2026, et qui va interroger plus de 500 dirigeants IT en Europe et aux États-Unis. Et les conclusions, c'est que 93% des organisations prévoit d'adopter l'IA agentique d'ici 2 à 3 ans comme alternative stratégique au développement externalisé. Et là, on se dit, putain, enfin, pardon, on se dit, punaise, ça veut dire qu'en gros, tout le monde va utiliser des agents et plus personne va utiliser des développeurs vietnamiens, humains, etc. Et effectivement, et oui, je pense que la majeure partie des dirigeants d'entreprise aujourd'hui pensent intégrer l'IA, et ça, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, c'est à mon avis la stratégie à adopter si vous l'avez pas encore faite dans les prochains mois. 70, l'étude dit aussi un truc intéressant, je pense, pour l'Europe. 78% des dirigeants estiment qu'il complique, alors que en gros l'offshoring traditionnel complique la conformité RGPD. Donc oui, il y a un souci de confidentialité, etc. Et ça, je pense que c'est pas l'IA qui le crée, c'était là avant et ceux qui ne contrôlaient pas leur confidentialité, leur code, etc. avant avaient tort, à mon avis. Enfin, c'était un risque énorme. Et puis 16%, ils voient un risque accru de bugs, de reprises et de dettes techniques. Donc en gros, le schéma, de cette étude, c'est de dire, si on délègue à l'autre bout du monde, ça augmente tous ces risques et la majeure partie des dirigeants sont d'accord avec ça. Après, on va y revenir après, mais ce groupe IT Reply qui commercialise eux-mêmes un produit qui s'appelle Silicon Shoring et qui est un outil agentique qui remplace les solutions offshore, ou en tout cas qui s'est mis en opposition avec les solutions offshore. Donc l'étude en soi va aller dans le sens de la vente de leurs produits et on se rend compte un petit peu que tout le monde va aller prêcher sa paroisse, moi inclus évidemment. Donc il faut faire attention quand on se fait une opinion sur ces choses-là. C'est un peu plus nuancé que ouais, c'est la mort des développeurs offshore, puisque en fait les études qui vont aller dans ce sens-là sont des études qui vendent de l'agentique. Donc enfin, ce sont des études faites par des entreprises qui vendent de l'agentique.
Et il y a aussi un écart entre ce que veulent les gens et puis la réalité. Alors évidemment, c'est une projection, mais la réalité, c'est que sur l'ensemble du cycle de développement, aujourd'hui, l'IA et l'IA agentique est généralisée sur que 20% de tout ça. Donc l'humain est encore extrêmement présent et a besoin d'être encore extrêmement présent. Moi, je le vis au quotidien, j'utilise Claude Code, tous ces outils, etc. Et si tu laisses le code tourner avec un agent comme ça, il peut te faire des dingueries, voire même te créer de la dette technique, voire même aller s'intéresser à des problématiques dont on n'a pas besoin, qui ne sont pas du tout reliés au scope ni au business, alors que tu as dit précisément le scope avant, etc. Donc il faut faire très très attention. Bref, on n'y est pas encore. D'ailleurs, le rapport de MIT Nanda que j'ai trouvé qui s'appelle The Gen AI Divide, State of AI in Business in 2025. Alors, c'était il y a un an, certes, mais elle a tout simplement mesuré le même écart. 95% des pilotes d'IA générative en entreprise échouent à produire un retour sur investissement mesurable. Alors, c'est probablement de moins en moins vrai, mais voilà, c'est ce qui compte. C'est ça qui est important. Alors après, si on va aller voir un petit peu ceux qui disent que finalement c'est encore possible et c'est encore intéressant d'utiliser des sociétés, des teams externalisés, d'utiliser de l'offshore aux Philippines, au Vietnam, etc. ont le même biais puisque souvent ça va être des entreprises qui travaillent en offshore ou qui vendent des services offshore et qui vont vous dire exactement l'inverse. Donc, on va lire quand même un petit peu, voir ce qu'ils disent. Mais encore une fois, c'est dans le dossier. Donc, par exemple, on a une étude de SourceFit qui dit moins de 7% des professionnels offshore craignent que l'IA nuise à leur poste. Donc là, en gros, on a le contre-pouls du terrain des freelancers eux-mêmes qui n'ont pas peur. Voilà, donc c'est intéressant. Après, voilà, c'est des vendeurs d'outsourcing. Donc c'est toujours bon de se dire, ok, bah, ça veut dire que les freelancers se mettent à l'IA, voire même appréhendent leur futur plutôt positivement, malgré l'IA. Et je pense que c'est plus ou moins le cas. Beaucoup de freelancers s'intéressent à l'IA. J'ai récemment participé j'essaierai de vous mettre le lien de la communauté qui s'appelle Vietassist, qui justement aide à recruter des freelancers vietnamiens. Et j'ai récemment fait un talk pour eux dans un café un samedi. Et on a beaucoup parlé de ça. Et beaucoup de freelancers sont plutôt prêts, et voire même très calés en IA, et notamment au Vietnam, on y reviendra d'ailleurs. Donc pour moi, c'est ce que j'ai mis dans le rapport aussi, c'est que ce qui meurt, enfin, il faut vraiment identifier ce qui meurt vraiment et ce que l'IA finalement tue. Pour moi, et c'est une bonne chose, l'IA tue le développeur qui est le simple preneur d'ordre. Donc le simple exécutant finalement, celui qui va avoir une valeur ajoutée très faible. Ça disparaît. Donc, je pense que personne finalement n'aime devoir micromanager, ni n'aime devoir être très précis dans ses demandes et finalement que la demande soit faite par un agent en 30 secondes. À la limite, c'est très bien. D'ailleurs, un développeur qui attendait que ça, finalement, c'était un développeur qui souvent ne voulait pas rencontrer les clients, avait peur de parler à des humains. Donc voilà. Et puis de deux, ne s'intéressait pas tellement au code qu'il construisait. Il voulait juste faire suivre son papier, suivre le ticket, suivre la spécification technique et faire que ça. Et ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Donc à la limite, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui fournit des services. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est Fullscale, qui est un prestataire offshore, voilà, qui dit que l'IA a banalisé le code routinier. La valeur d'un développeur offshore se déplace de l'écriture de code vers un raisonnement produit et jugement. Et donc pour moi, je pense que cette entreprise a tout à fait compris qu'il fallait faire en sorte que sa main-d'œuvre devienne plus expert et manager d'IA et arrête d'exécuter le code par eux-mêmes, mais par contre, voilà, contrôle le scope du projet, contrôle les demandes du client, comprennent ce qu'ils sont en train de construire pour justement augmenter en proactivité, augmenter en professionnalisme, en satisfaction, etc. Donc ça, c'est assez lucide, je pense, de la part de cette entreprise d'avoir publié ça, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon petit rapport. Voilà. Après, euh, effectivement, dans l'étude, ils disent aussi que les juniors sont fragilisés. J'en ai parlé aussi dans le café samedi dernier avec les freelancers. Et c'est vrai que leur porte d'entrée classique, donc les tâches simples, hein, souvent, c'est ce qui est automatisé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'un junior aujourd'hui doit tout de suite finalement apprendre à être un manager, apprendre à scoper une demande, apprendre à étudier les risques, etc. Et donc à la limite, pourquoi pas? Parce qu'un humain lambda, même sans expérience, est tout à fait capable, je pense, d'apprendre à faire ça. Et c'est vrai que ça, c'était réservé aux managers. Maintenant, pourquoi pas finalement faire ça directement dès ses premières semaines en entreprise. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, il y a autre chose qui meurt.
à mon sens, et c'est la conversation que j'avais eue avec mon partenaire, c'est la facturation au jour homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que vous le savez, mais je vais juste le repréciser, c'est que, et je pense que tu le sais, mais je vais juste le repréciser, c'est le fait de facturer à la journée. Par exemple, de dire, voilà, mon senior développeur, si tu veux l'embaucher, il coûte 100 euros par mois, par jour. Et donc, si tu le recrutes sur un mois, ça fait 3000 euros. Peut-être un peu moins en jour ouvré. Bref, et ça, à mon avis, c'est fortement mis à mal. Et personnellement, j'ai jamais vraiment adhéré à des entreprises qui arrivaient à facturer comme ça en journée. Parce qu'en fait, tu factures du temps. Et facturer du temps, quand il y a de l'intelligence artificielle dans la balance, le temps n'a plus la même valeur. C'est-à-dire que si le projet est prêt, on le met dans un robot. En une semaine, le code en soi est fait. Alors que avant, ça pouvait prendre, par exemple, un mois, 2 mois, 3 mois. Donc, c'est plus une question de temps que ça prend pour écrire le code. Mais c'est vraiment une question de si j'écris ce code-là, ou disons si on arrive à produire ce projet-là, quelle valeur ça va avoir pour ton entreprise, et dans ce cas-là, facturer en fonction de la valeur que ça a et la valeur et le prix que tu es prêt à payer pour avoir ça. Et à la limite, pourquoi pas, c'est plus dur peut-être de passer d'une facturation au jour homme à une facturation à la valeur, mais au final, c'est plus simple pour le marché, c'est plus simple pour tout le monde. Ça va changer, forcément, il y en a qui vont pas s'adapter, je pense, clairement. Mais c'est en tout cas, c'est obligatoire aujourd'hui, quoi. Voilà, donc l'ancien monde, pour résumer, c'est 3 personnes fois 100 jours, fois 100 euros par jour. L'ancien monde, c'est 3 personnes fois 100 euros par jour sur 3 mois. Donc on vous vendrait du temps. Le nouveau monde, c'est, voilà, en une semaine, en un mois, tu payes 10 000 euros et tu as ton application qui fonctionne avec tes premiers utilisateurs qui peuvent arriver. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu préférais? Qu'est-ce que tu préfères choisir? Personnellement, je pense que la négociation est plus saine quand on va sur le nouveau monde. Derrière, l'équipe IT, elle se débrouille avec, entre guillemets, l'aspect technique. Et puis toi, en tant que client, bah, tu te poses pas trop de questions. Tu dis, OK, bah, dans un mois, je vais devoir payer 10 000 euros, certes, mais je pourrais utiliser mon application, quoi. Donc, je pense que c'est fait, c'est faire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, je vais donner mon point de vue. Et pour donner mon point de vue, je vais m'appuyer sur ce que fait le Vietnam actuellement. Le Vietnam a déjà tourné la page. Le Vietnam a déjà acté, grâce à une résolution qui s'appelle la résolution 57, que la priorité, c'était les semi-conducteurs et l'AI agentique. Et donc, ils ont légalement, c'est les premiers d'ailleurs à avoir, en Asie du Sud-Est, un peu comme en Europe d'ailleurs avec le AI Act, à avoir légalisé, en tout cas mis une structure légale en place pour faire en sorte que les entreprises s'organisent et priorisent l'IA et les semi-conducteurs au Vietnam. Donc, je vais vous mettre l'étude, les articles à l'écran. Et ce que ça a fait, c'est que, par exemple, on a eu le 6 juillet 2026, Vietnam Plus qui publie que FPT, c'est une grosse société de télécom, l'équivalent de Orange en France, et donc au Vietnam. Et Nvidia que vous connaissez, je pense, qui fait les puces semi-conducteurs, ont conclu un accord pour créer une usine IA à 200 millions d'euros, de dollars, et donc créer plus de 20 produits IA génératifs. Donc voilà, on va avoir une usine IA au Vietnam grâce à Nvidia et FPT, donc c'est très bien. C'est une question de souveraineté aussi. Le Vietnam est très attaché à ça et donc c'est très bien. Voilà, donc dans la tech, hein, en chiffres officiels, on a, ça c'est les chiffres gouvernementaux, 1,9 million de personnes employées dans la tech et conception de puces. À la conception de puces en ingénieur spécialisé, on est à 7000. Et puis en développeur spécialisé IA au Vietnam, on est à plus de 18 000 ingénieurs. Donc c'est quand même le premier vivier en Asie du Sud-Est. Donc je pense que franchement, le Vietnam se positionne. Le Vietnam fait des efforts et pour moi, ils ont compris que s'ils faisaient pas ça, je pense de toute façon, il y avait beaucoup de gens qui allaient arrêter de s'intéresser au Vietnam. Et donc avec cette contre-attaque un petit peu, je pense que ça vaut le coup. Et alors en plus, les salaires augmentent. Tiens, d'ailleurs, je l'ai mis dans le rapport. C'est 1500 à 2800 dollars par mois pour un mid-level développeur à Ho Chi Minh Ville ou à Hanoï. Et puis 2800 à 4500 dollars pour un senior. Donc, c'est les grilles salariales de Vietnam Dev, TechStack, ITV, donc qui sont des marketplaces, des job boards, quand on appelle ça au Vietnam. Et puis, donc ouais, alors, si vous êtes sur un projet durable avec des équipes tech vietnamiennes, je pense que elles vont s'adapter. Et en tout cas, c'est mon point de vue, quoi. Donc voilà. Alors le Vietnam, quand même, il y a quand même quelque chose, c'est que le Vietnam est quand même exposé. Il y a 16,92% qui est confirmé que l'IT reste le secteur le mieux payé et le plus demandé du pays, mais exposé. Alors ça c'est Top CV, Vietnamnet.
qui nous dit que il y a quasiment 17% de l'IT logiciel qui figure dans le top 5 des secteurs vietnamiens. C'est un des secteurs majeurs au Vietnam. Par contre, c'est le plus exposé à la disruption de l'IA, par l'IA. Après, voilà, c'est un des secteurs les mieux payés au Vietnam. Hein. Ce qu'il y a au Vietnam aujourd'hui, le problème, c'est que euh, il y a pas assez de seniors et donc les mid et les juniors vont devoir, je pense, se cravacher pour rattraper le niveau. Mais il y a une opportunité, hein, ils vont se bouger. Hein. Je pense que le Vietnam est très agile et justement, je pense ils vont se battre. Bref, pour moi, la variable décisive n'est plus le coût, c'est le pilotage. Si l'exécution basique se rapatrie, c'est ce qui reste en offshore, c'est précisément ce qui exige une relation, une compréhension métier, une continuité. Et c'est là où je pense que vous avez quelque chose à gagner avec l'offshore au Vietnam, et c'est là où je pense que tu es dans le vrai en étant en offshore au Vietnam, c'est que si tu intègres à 100% ton équipe dans ton équipe, avec ton équipe en France, eh ben, on a une culture d'entreprise, pas deux, on a une équipe, pas deux. On a certes deux localisations, mais justement, tout le monde gagne en expertise métier sur ton projet et en même temps, tout le monde partage ses expertises, que ce soit expertise tech, marketing, peu importe, pour le bien de ton entreprise. Et je pense que ça a une valeur fondamentale pour quelqu'un qui fait de l'offshore aujourd'hui. Il ne doit plus voir le métier comme une ressource, mais vraiment comme intégré à 100% les équipes offshore avec ses équipes en France. Voilà. Donc, et surtout qu'en plus, je pense que le marché fait que c'est un petit peu nécessaire. C'est-à-dire qu'en France, on manque d'ingénieurs. On a 46 500 diplômés par an. Ça, c'est l'IESF 2023. Et on en recherche 80 000. Donc, quasiment le double. Ça, c'est Ça, c'est le Syntech de l'ingénierie qui dit ça. Donc, on va manquer d'ingénieurs en France. Et donc, on va être obligé forcément d'aller en chercher ailleurs. Et le Vietnam sont en train d'en produire dans la résolution 57, justement. Ils ont comme objectif de créer, de diplômer au moins 100 000 étudiants ingénieurs par an. Et donc ça voudra forcément dire qu'il y aura une part importante de gens qui vont s'intéresser à l'IA. Et donc pour vous, c'est une aubaine, quoi. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer des équipes au Vietnam, vous aurez votre projet tech largement bien piloté depuis le Vietnam. Voilà. Donc bref, pour résumer, si tu veux t'en sortir aujourd'hui, je pense que tu as trois questions à poser à ton équipe tech vietnamienne. C'est premièrement, est-ce que tu as quelqu'un ou même plusieurs personnes dans l'équipe qui sont capables de te dire non à plusieurs de tes demandes tous les mois? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, même si c'est inconfortable pour toi, ça veut dire que c'est des gens qui, en te disant non, finalement montrent qu'ils sont maîtres de la roadmap, maîtres de leur projet et ne sont pas prêts à satisfaire toutes tes demandes farfelues, mais au contraire sont capables de te guider, de te consulter, de te coacher un petit peu et de partager leur expertise tech en disant, attends, il faut d'abord faire ça et ensuite on fait ça. Et ça, c'est important. La deuxième question à leur poser, c'est est-ce que vous les payez au temps ou au résultat? Et évidemment, si vous les payez au temps, bah, il faut renégocier, à mon avis, ensemble pour qu'ils produisent du résultat et que ce soit plus sain dans un monde avec de l'IA qui va être capable de pisser du code à volonté, quoi. Et la troisième question, c'est est-ce que votre équipe sait pourquoi elle construit et qu'est-ce qu'elle construit? Parce qu'en fait, ça voudrait dire que si elle ne sait pas répondre à ça correctement, ou en tout cas si la réponse n'est pas satisfaisante, soit ils ne se sont pas suffisamment intéressés à votre projet, soit vous n'êtes pas suffisamment capable de leur transmettre votre expertise métier. Et c'est exactement ces trois choses que moi, je résous finalement avec Scaling Peace en tant que project manager. Je m'assure que les équipes offshore finalement ne nécessitent pas votre temps et que le projet tourne quasiment en automatique simplement parce que je m'occupe du management quoi, avec ma compétence franco-vietnamienne. Donc voilà, j'espère que cette réponse et puis cette question finale, voilà, donc j'espère avoir répondu un petit peu à cette question. Et puis, ceux qui souhaitent en savoir plus sur comment reprendre le contrôle sur leur projet tech au Vietnam avec leurs équipes offshore, j'ai fait un guide gratuit qui explique un petit peu ma méthodologie, comment je fais une sorte de rescue d'équipes IT qui vont mal. Je suis à votre disposition si vous voulez aussi simplement me montrer un petit peu où en est votre projet tech et vous souhaitez peut-être avoir quelqu'un qui le pilote à votre place. Voilà. Et en tout cas, le rapport, de l'offshore au Vietnam par l'IA est disponible aussi en description. Voilà, c'était Nico pour Scale in Peace. Ciao.